Et Amélia en scène, 4e édition, habiter ensemble, un espace commun, faire commun, faire commun, faire commun, faire commun, faire commun. Comme vous le voyez ici sur scène, et une invitée normalement à distance que je devrais voir sur mon petit écran en bas et vous aussi en haut. Il s'agit d'Annabelle Gaver qui devrait arriver. Le temps qu'elle se connecte, je vais vous présenter les deux invités présents ici. David El-Sayek, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la SACEM. Merci d'être avec nous. François Lévesque, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'École des Mines de Paris et auteur de cet ouvrage « Les entreprises hyper puissantes, géants et titans, la fin du modèle global ». Une entreprise hyper puissante, on vient d'en voir passer une à l'instant avec TikTok. Il sera intéressant de voir avec vous comment ces plateformes évoluent. Et voilà que nous avons Annabelle Gaver qui nous entend peut-être. Annabelle, vous nous entendez ? Oui, je vous entends bien, et vous ? Très bien, peut-être même parfois trop bien. On va réguler le son tranquillement avec Nadège. Annabelle Gaver, restez comme ça, gardez votre énergie. Vous êtes professeure à l'Université du Surrey et conseillère de la Commission européenne sur l'économie des plateformes. Alors la question qui va nous animer ici pendant 25 minutes avant de recevoir vos questions sur les 5 dernières est la suivante. Plateforme, la fin du Far West ? Point d'interrogation. On va commencer avec vous, Annabelle Gaver. Déjà pour resituer... historiquement, ce Far West, puisqu'on nous annonce la fin, du moins on le pose à l'interrogative, c'était quoi ce Far West? Comment il s'est construit? Et avoir une petite perspective historique de ce Far West à l'heure des plateformes, évidemment, et non pas des chercheurs d'or. Oui, merci François. Effectivement, on assiste aujourd'hui à un débat sociétal, non seulement en France, en Europe et dans le monde entier, sur faut-il réguler les plateformes? On se demande s'il faut le faire tout de suite, si c'est pas trop tard. En fait, si on remarque, en regardant de manière historique, à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles technologies, des nouveaux secteurs, des nouvelles industries qui créent de nouveaux usages, on découvre qu'il y a des nouveaux risques, il y a des nouveaux problèmes. Et que ça soit pour l'industrie du tabac, pour l'industrie des automobiles, pour l'industrie du cinéma, on voit qu'il y a toujours un décalage qui est en fait assez naturel entre l'émergence d'un nouveau secteur et d'une nouvelle industrie, puis une émergence de se rendre compte qu'il y a des nouveaux problèmes et finalement un changement de cadre de régulation ou une création de nouvelles agences de régulation. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui pour les plateformes numériques n'a rien de nouveau. Par rapport maintenant à la question de Far West, est-ce que c'est la fin du Far West? Il est vrai que depuis les dernières 20 dernières années, on a vu ces nouvelles entreprises, les GAFAM, qui sont un peu comme des éclaireurs qui montrent au monde entier comment créer de la valeur en utilisant de manière particulièrement pointue les nouveaux outils des technologies digitales et qui se servent de la connectivité mondiale qui nous relie les uns et les autres, êtres humains, machines et organisations. Mais ce ne sont que des éclaireurs. Elles nous montrent à la fois tout le bien qu'on peut en faire et tout le mal qu'on peut en faire. Je pense qu'aujourd'hui, cette prise de conscience et cette activité régulatrice indique en fait plutôt la fin du début d'une nouvelle période. Il est d'ailleurs intéressant de voir que la couverture du magazine Time cette semaine, c'était Delete Facebook, point d'interrogation, avec Mark Zuckerberg en couverture. Il y a peu d'années de cela, Mark Zuckerberg était la personne de l'année et on parlait de lui pour être éventuellement même le prochain président des États-Unis. Donc en fait, dans un temps assez court, on voit qu'il y a des changements de régulation et une prise de conscience sociétale. J'ai remarqué que quand on regarde par exemple ce qui s'est passé au niveau de la révolution industrielle, et en fait ce qu'on voit aujourd'hui, cette révolution numérique est tout à fait de la même ampleur. Il aura fallu presque 20 ans de discussion parlementaire à la fin du 19e siècle pour introduire la notion d'accident du travail qui n'existait pas dans le cadre parlementaire avant. Merci beaucoup Annabelle Gaver. Et puis quand même pour sur la une du Time, je crois que la petite souris se situe entre le cancel et le delete quand même. Je crois que la suppression de Facebook n'est pas encore actée sur cette une, mais c'est juste une petite nuance car vous avez fort raison. On a vu qu'on est passé dans une sorte de désenchantement de ces plateformes numériques avec une lecture peut-être plus critique. François Lévesque, pour revenir sur cette question de Far West, quand on est dans le Far West, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. On force même les lois. Est-ce que ça n'a pas été le cas de certaines plateformes dans leur arrivée sur le marché qui n'ont pas toutes respecté les législations
régulation en place? Oui, parce que les plateformes qu'on connaît aujourd'hui, les géants d'aujourd'hui, eh bien, étaient des disrupteurs et des petits disrupteurs, petits par la taille. Les disrupteurs, c'est qu'ils entraient dans une industrie et avec un nouveau modèle d'affaires, avec une nouvelle organisation. Le bel exemple, c'est évidemment Uber. Et quand vous êtes un disrupteur, eh bien, vous êtes gêné par les régulations en place. Par exemple, des taxis pour Uber. Pourquoi? Parce que elles ne vous conviennent pas, elles ne vous permettent pas de vous développer. Et donc, dans un premier temps, les régulations en place qui bénéficient aux entreprises installées, eh bien, elles ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas appliquées. YouTube, pendant longtemps, n'a pas trop respecté le droit d'auteur. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc d'abord, vous êtes un disrupteur, donc voilà, ça ne va pas. Et puis progressivement, vous vous adaptez au cadre légal en grandissant. Et puis vous finissez d'ailleurs par peut-être accepter la régulation. Il y a des travaux économiques qui montrent que la régulation européenne sur les données finalement favorise les grandes plateformes parce que, eh bien, elles ont des juristes, parce qu'elles ont des ingénieurs, parce qu'elles sont grandes, elles ont des capacités pour mieux s'adapter aux régulations. Merci beaucoup, David El-Sayegh. Justement, quand on parle de loi, de législation, vous êtes, donc, je le disais, le secrétaire général de la SACEM. On est vraiment au cœur d'une partie de vos préoccupations concernant quand même les plateformes, à savoir le respect du droit des artistes, en l'occurrence. Tout à fait. Par le prisme du droit d'auteur, on a examiné les problèmes de régulation auxquels on était confrontés. En fait, il n'y a pas que le droit d'auteur qui a posé des difficultés. Je pense que les premières difficultés sont nées avec les problématiques de fiscalité, de protection des données personnelles et aussi du droit d'auteur. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'au début des années 2000, il y avait une sorte de fascination de tout ce qui était Internet. Et la législation qui s'est construite autour des acteurs d'Internet en ces années-là, c'était moins de responsabilité, ce qui va à l'encontre du sens commun. Quand il y a une nouvelle technologie, généralement, il y a plus de responsabilité. On est allé à rebours de ce principe pourtant vertueux, et on a permis ainsi à de nouvelles entités de se développer et d'être à la fois dérégulées. Parce que si vous êtes par exemple un diffuseur traditionnel, vous ne pouvez pas mettre un seul contenu sur vos antennes sans avoir respecté les droits d'auteur ou les droits des artistes. Or, dans le cas des GAFA, ces structures se réfugiaient derrière un statut, alors je ne vais pas être trop technique, mais d'hébergeurs, qui les rendait a priori responsables et qui crée un système les favorisant par rapport aux acteurs traditionnels et qui leur permettait aussi d'échapper à la régulation des droits d'auteur. Donc il a fallu corriger un dispositif qui avait été imaginé à la fin des années 90, où on ne savait pas ce qu'était Facebook, où YouTube n'existait pas, où Twitch, SoundCloud n'existait même pas. Donc il a fallu bien évidemment s'adapter, rattraper un certain retard. Ce n'est pas très grave dans le principe. Le droit, il acte des changements et c'est bien aussi des fois qu'on prenne un peu le temps pour légiférer, qu'on ne se précipite pas. Et aujourd'hui, au travers notamment de cette fameuse directive sur le droit d'auteur adoptée en avril 2019, je pense qu'on a trouvé un point d'équilibre. Alors ça ne va pas totalement rééquilibrer la relation par nature asymétrique entre les créateurs d'une part et les GAFA, mais c'est plus de responsabilité et surtout plus de transparence. Et ça, c'est un point essentiel. Alors aussi un point essentiel ou du moins d'actualité, on a quand même l'impression aujourd'hui, quand on dit fin du Far West à l'interrogatif, qu'on va peut-être vers une ère de la régulation. Du moins, c'est ce qu'on entend. Ça fait longtemps qu'on en parle. On sent qu'elle commence à arriver au loin. Annabel Gawar, justement, cette régulation, elle vous semble possible, plus possible que jamais aujourd'hui, peut-être grâce à l'administration Biden, qui semble assez favorable et motivée à l'idée de la mettre en place? Oui, absolument. Et effectivement, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'en Europe, on a fait par exemple des procès antitrust contre Google avec des amendes qui s'élèvent à plusieurs milliards. Mais on a aussi vu finalement le peu d'impact que les remèdes proposés par la Commission ont généré. Mais effectivement, ce qui est différent aujourd'hui, c'est avec la nouvelle administration Biden, la mise à la tête d'agences comme la Federal Trade Commission, de personnes comme par exemple Lina Khan, qui ont déclaré et qui ont fait beaucoup d'études pour démontrer l'abus de pouvoir compétitif des plateformes. Il y a énormément de lawsuits antitrust lancés par les États contre les GAFAM.
Et il y a de plus en plus, en fait, aussi du côté de non seulement des clients et utilisateurs de ces plateformes, mais une prise de conscience sociétale des dangers potentiels des plateformes. Donc, je pense qu'il y a différents éléments qui font qu'aujourd'hui, d'abord, il y a un train de régulation qui est en marche. La Commission européenne a proposé et le Parlement européen est en train d'examiner le Digital Market Act et le Digital Services Act. Le Digital Market Act est d'une régulation ex ante qui s'appliquerait exclusivement à des plateformes dominantes, des plateformes dites gatekeeper, et donc qui éviterait justement de mettre toutes les plateformes de toute taille dans le même sac et qui imposerait des régulations nouvelles. Donc effectivement, bien qu'on ait parlé de régulation et de trop de pouvoir des plateformes depuis plusieurs années, on perçoit une inflexion où je pense que, en tout cas, la régulation va aller de l'avant. Mais le point que je voudrais faire principalement, c'est que c'est aussi une question politique. Et en fait, c'est beaucoup une question politique. Une des raisons pour lesquelles les États-Unis n'avaient pas mis tout son poids derrière un effort de juguler le pouvoir des plateformes, c'est que les plateformes dominantes étaient des plateformes américaines et Barack Obama, pardon, voyait ça d'un très bon œil. Aujourd'hui, à une époque, pardon, où on sait très bien que Barack Obama a utilisé aussi les plateformes américaines pour faire sa campagne, et on peut dire que c'est un des premiers à avoir intégré justement la numérisation et l'usage des réseaux sociaux pour sa campagne électorale. On a toujours tendance à penser à Donald Trump, mais en fait non, ça part de Barack Obama. Absolument, absolument. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le thème des plateformes est repris par les politiques de tous bords. Certains par exemple, aux États-Unis, les conservateurs disent que Facebook étouffe les voix des conservateurs. Les gens plus à gauche ont d'autres soucis avec Facebook et pensent à la division de la société et à la manipulation des élections. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de gens de différents bords qui vont se servir de ce sujet comme d'un sujet politique. Et c'est tout à fait légitime parce que le pouvoir des plateformes n'est pas seulement un pouvoir économique, c'est aussi un pouvoir politique. Les plateformes, en fait, sont des gouverneurs d'États virtuels qui sont les écosystèmes d'utilisateurs et d'entreprises qui dépendent d'eux, qui sont parfois plus grands que des pays. Et les ressources financières de ces entreprises dépassent les ressources financières de bien des pays. Donc la question de la régulation, c'est pas seulement qu'elle est en train d'être écrite, ça va être aussi, c'est une question qui reste ouverte, le pouvoir d'implémenter ces régulations de manière efficace. Il y a une véritable asymétrie de pouvoir. Merci beaucoup François Lévesque, j'imagine que ça vous parle quand on vous dit que ces plateformes sont devenues des titans, pour reprendre justement l'un des mots de votre ouvrage, parfois plus fort que des États, qui a évidemment une dimension politique. Donc votre avis là-dessus, et puis est-ce que aussi cette ère de la régulation qui arrive, est-ce que c'est pas le constat d'échec aussi de l'autorégulation qui était jusque-là une mesure qui était plus ou moins la mesure en place, hein. On serait bien le discours de Mark Zuckerberg, on est désolé, on va s'améliorer. Oui, il y a un mouvement général, c'est-à-dire que sur la planète entière, qu'il y a une reprise en main par les grands États de ces entreprises et avec des contraintes qui sont imposées, et notamment évidemment des contraintes régulatoires à ces entreprises. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces très grandes entreprises, les plateformes globales numériques, eh bien, elles sont considérées aujourd'hui comme trop grandes. Elles sont considérées comme trop grandes d'un point de vue économique et donc il y a une reprise en main avec la régulation économique. Et la régulation économique, c'est évidemment l'antitrust, donc la régulation de la concurrence dont Annabelle vient de parler. C'est aussi la régulation fiscale. On a quand même assisté récemment, du fait de l'élection de Biden, à un renversement de la position américaine et à un consensus de plusieurs centaines de pays pour faire en sorte que les paradis fiscaux aient un rôle moindre. Donc on a de la régulation économique pour cette reprise en main. Ce qui est fascinant aussi, c'est la régulation politique ou sociale. Et là, la Chine est un exemple incroyable. Hein. Comment le très grand devient trop grand, parce que pour le Parti communiste chinois, eh bien, le très grand, c'est une influence considérable des plateformes numériques sur nos cerveaux hein, et dans nos vies quotidiennes. Eh bien, le Parti communiste chinois estime sans doute que les adolescents feraient mieux de lire la pensée
Jinping plutôt que de jouer à des jeux vidéo. Et donc, il y a des régulations sur les jeux vidéo, normalement 3 heures par semaine et seulement le week-end, pour les enfants chinois de moins de 18 ans. Donc, on a une reprise en main, et elle est par les grandes puissances. Donc, il y a évidemment l'Europe sur le droit de la concurrence, sur les données. Il y a les États-Unis qui ont basculé sur la fiscalité. Et la Chine, c'est extrêmement intéressant de voir comment finalement le Parti communiste chinois se considère comme un rival et va reprendre la main, enfin considère comme un rival les plateformes globales numériques, y compris les Alibaba. Et donc le droit de la concurrence en Chine, il a aussi sanctionné avec des amendes très très élevées les entreprises globales numériques chinoises. Donc effectivement, pour reprendre les propos d'Annabel Gawar, on sent qu'on n'est qu'au début de la fin et qu'il y a donc cette nouvelle ère avec ce cas de reprise en main, d'interdiction. Vous l'avez évoqué en Chine d'un point de vue un peu drastique aussi, hein, comme si ces plateformes devenaient non pas un contre-pouvoir, mais devenaient être un peu menaçantes pour la stabilité prônée par le régime communiste. On sait bien que la stabilité, c'est le maître mot dans ce pays qui ne respecte pas forcément ni les droits tout court, ni les droits des artistes. David El-Sayeg, est-ce que, justement, pour apporter une petite nuance, ces plateformes, c'était pas aussi un magnifique moyen de découvrir des artistes dans le monde entier, vous qui êtes c'est quand même votre cœur de métier, c'est un peu ce paradoxe-là, j'imagine. Il faut les contrôler, et en même temps, quel outil merveilleux de connaître en quelques secondes tel auteur, tel artiste à l'autre bout du monde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a besoin des plateformes. Mais ce n'est pas parce qu'on a besoin des plateformes pour découvrir des artistes, pour assurer une visibilité des nouvelles œuvres, des nouvelles formes de création, qu'elles ne doivent pas être régulées pour autant. C'est tout le paradoxe. Bien évidemment, aujourd'hui, moi, si je bloque sur YouTube les vidéos de mes artistes, les premiers qui seront mécontents, ce sont les artistes. Ils vont me dire j'ai besoin, et en même temps, ils ont aussi besoin de vivre de leurs droits d'auteur, de leur musique. Donc, toute la question, c'était comment appréhender de manière juste et réduire la symétrie de la relation qui pouvait exister entre les plateformes et un groupe de personnes, quels qu'ils soient, que ce soit des diffuseurs traditionnels anciennement puissants ou des créateurs qui sont peu puissants. Donc voilà, je pense que c'est toujours compliqué de légiférer sur le numérique parce que la technologie avance, parce qu'aussi on est confronté à des problématiques qui vont au-delà du droit d'auteur. Quand on régule les plateformes, c'est aussi la liberté d'expression qui est en jeu, la liberté d'entreprendre, la liberté d'informer. Donc il faut trouver des dispositifs ad hoc. Vous avez eu raison aussi de souligner l'échec de la soft law, c'est-à-dire l'autorégulation. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas quand il existe un rapport asymétrique. Quand ce sont les plateformes qui détiennent tous les pouvoirs, vous ne leur imposez rien, elles font semblant en fait. Et pendant 20 ans, malheureusement, on a fait semblant de réguler l'Internet avec des mesures qui n'étaient pas efficaces. Et je dirais que le législateur européen a fait preuve d'audace avec cette directive sur le droit d'auteur, avec le RGPD. Et quelque part, on a repris la main aussi politiquement. Il ne s'agit pas simplement de défendre certains intérêts catégoriels. Il s'agit de dire on ne va pas laisser les clés de la régulation en GAFA. On va reprendre un peu de pouvoir et on va un peu changer la règle. Alors, rassurez-vous, hein, ce n'est pas parce que vous inventez les meilleures directives sur le droit d'auteur que Facebook, Apple ou Amazon vont devenir des nains et ils resteront très puissants. Mais ça va réintroduire un rapport un peu plus vertueux et je pense que c'est le début de quelque chose de très important. Quant aux nouveaux textes qui sont en cours de préparation, ils sont intéressants, mais je les trouve quand même un peu décevants. Je tiens à le dire. C'est un peu en deçà, je trouve qu'on a un peu raté l'objectif. Là, vous parlez des textes européens, c'est ça ? Oui, les textes européens qui sont quelque part le nouveau chapitre qu'on est en train d'écrire en matière de régulation. Je pense que l'Europe est encore un peu pusillanime sur ces questions et ça mériterait d'aller un peu plus loin sur la régulation parce qu'on garde les concepts d'hypo-responsabilité des plateformes et on essaye de broder autour et je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Voilà. C'est très très important et on sait très bien aussi, on parle des lobbies américains, mais les plateformes, elles sont à Bruxelles. Hein. Elles sont partout. Hein. Je veux dire, elles ne sont pas qu'aux États-Unis. Ce n'est pas simplement un rapport outre-Atlantique Europe. On a aussi un lobbying très fort au sein des institutions européennes et je tiens à le dire. Et elles sont aussi parfois en Chine. Confrère TikTok était ici même il y a 30 minutes. François Lévesque, vous souhaitiez réagir ? Oui, juste un phénomène. Il y a eu cette illusion que moi-même j'ai partagée de la longue traîne. C'est cette idée que voilà, les plateformes, eh bien, si vous êtes un spécialiste ou un amateur de la musique folklorique du Texas en 1930, eh bien, vous allez trouver la chanson folklorique ou l'air de musique qui vous correspond. Et donc il y avait cette idée que on va avoir accès à des œuvres assez confidentielles et facilement. Et en fait, ce qui me fascine, c'est que le succès appelle le succès. C'est-à-dire que sur les plateformes sont devenues des machines
à faire accumuler le succès. C'est-à-dire que tous les consommateurs, ou presque, en fait, vont vers les mêmes chansons, les mêmes œuvres. Alors, il y a toujours des amateurs de Vous musique. nuancez le côté, l'apport sur la diversité. En fait, c'est des machines à concentrer le succès. Elles sont devenues des machines à concentrer le succès plutôt qu'à grossir la longue traîne. Ça, c'est important ce qui vient d'être souligné. Et après, on passera la parole à Annabelle Gaveur. Je vais rebondir parce qu'on a confondu diversité et découvrabilité. Bien sûr qu'il y a plus d'œuvres disponibles aujourd'hui sur les plateformes. Vous prenez une plateforme comme YouTube, vous avez des millions d'œuvres disponibles. Mais capter l'attention du consommateur, c'est quelque chose de compliqué. Et on voit au contraire que les succès d'aujourd'hui, auparavant c'était 80% des diffusions, maintenant c'est 90 voire 95% des diffusions. Donc le phénomène s'est accentué indépendamment du fait que les œuvres puissent être disponibles. L'attention, c'est quelque chose qui se travaille et on voit avec les algorithmes ou les outils développés par les plateformes que malheureusement, il n'y a pas plus de diversité en termes de succès et en termes de revenus pour les artistes. Oui, pour bien comprendre, la diversité peut être là, elle est présente, mais il n'y a pas forcément les voies d'accès qui sont mises à disposition des utilisateurs. Le voie d'accès, il est ici, il nous emmène à Londres, Annabelle Gaveur. Oui, pour rebondir sur ce qu'ont dit mes collègues, je pense qu'il faudrait comprendre quelque chose d'important sur le modèle d'affaires, le modèle économique des plateformes. Et là, on fait face à un paradoxe, qui est que les plateformes ont émergé comme des nœuds d'un tissu très diversifié où chaque utilisateur dans le monde entier peut générer des données. Donc en fait, le milieu, si vous voulez, dans lequel les plateformes ont émergé, c'est un milieu distribué et connecté. Le paradoxe, c'est que les modèles d'affaires qui sont en cours aujourd'hui favorisent, à contrario, une capture très centralisée de la valeur. Donc la valeur est générée de manière très distribuée, mais elle est capturée de manière extrêmement centralisée. Et donc, cette centralisation de la valeur, c'est ce qui explique ce phénomène dans différents secteurs de plateformes qui sont des nœuds centraux dans un tissu. C'est comme si vous aviez un tissu et vous avez tout d'un coup une boule qui se fait à partir des différents fils du tissu. Et comme a dit mon collègue, le professeur Lévesque tout à l'heure, il y a des mécanismes de renforcement, si vous voulez. Il a dit le succès attire le succès, on appelle ça des effets de réseau, où il y a une tendance naturelle contre laquelle on ne peut rien, d'aller vers plus de concentration dans des nœuds, des hubs, des plateformes centrales à ce tissu. Donc, il faut bien comprendre les mécanismes des modèles d'affaires pour remettre à leur place le pouvoir que pourront avoir les régulations. J'ai entendu mes collègues, et je suis d'accord avec eux sur certains points, critiquer les limites de l'autorégulation. Mais je suis persuadée que, en fait, la régulation et l'autorégulation jouent des rôles complémentaires. Et dans des études que j'ai faites récemment qui ont été publiées sur cette question d'autorégulation, on voit que dans bien des industries, ce n'est que quand la menace vue de leur point de vue, la menace de régulation étatique devient crédible, réelle et présente, qu'ils finalement décident souvent entre eux dans les secteurs de créer des codes de conduite auxquels ils s'astreignent eux-mêmes et on voit qu'en fait là ça peut marcher. Donc effectivement, c'est un peu la question de la carotte et du bâton. Le bâton étant la régulation étatique. Si le bâton n'est pas assez fort, l'autorégulation n'a aucun pouvoir, est faite sans conviction. Une fois que les entreprises deviennent véritablement inquiètes que, par exemple, que les gouvernements et que les régulateurs vont, par exemple, je ne sais pas, leur forcer à faire des mesures dont ils pensent qu'elles vont être extrêmement coûteuses, ils se disent, il vaudrait quand même mieux que nous, qui connaissons mieux notre technologie, on s'astreigne à un code sectoriel qui va nous permettre de nous protéger quelque part de cette régulation. Donc, je pense que l'autorégulation a un rôle à jouer et elle ne jouera ce rôle que lorsque la régulation sera elle-même puissante et crédible. Oui, c'est un petit peu toujours pareil. C'est la peur du gendarme, de la loi qui fait qu'à l'intérieur, on se dit « Oh là là, on va essayer de s'autoréguler ». Reste après de voir comment on arrive à mettre en place des modalités de contrôle aussi de cette autorégulation, sans parler de la régulation tout court. 11h05, il nous reste 5 minutes, le moment où j'interpelle le public pour savoir si vous avez des questions à poser. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais je offre toujours cette chance-là. Est-ce qu'il y a une question à poser du côté du public? Oui, il y a une main qui s'est levée, je crois. Un micro va arriver. N'hésitez pas aussi à vous présenter. Oui. Aurélie, je travaille pour une de ces plateformes. Je voulais savoir quelle était la place du citoyen dans cette régulation. On parle beaucoup de macro, mais quelle est la place du micro là-dedans?
Vous pouvez nous dire quelle plateforme ou c'est secret? Non, c'est Microsoft. D'accord, Microsoft. Alors la place du citoyen, justement, dans cette grande question de la régulation, qui souhaite s'exprimer? Alors François Lévesque, peut-être, Annabelle, parce qu'on vient de Londres, on va rester à Paris 2 secondes. Donc moi je suis un économiste, donc j'ai une vision extrêmement brutale de l'économie, de la politique plutôt. Et la vision brutale de la politique, c'est que le citoyen s'exprime à travers son vote. C'est-à-dire qu'il y a des élus ou des gens qui veulent être élus et ils vont essayer de prendre appui sur les préférences des citoyens et qui sont ceux qui votent. Et donc à travers ce canal qui s'appelle la démocratie, qui est plus ou moins efficace, il y a une prise en compte des citoyens. Les citoyens ne sont pas simplement des gens qui réagissent à des signaux politiques. Ils influencent le processus politique, bien sûr, et ils cherchent à faire exprimer leurs préférences, et notamment lorsqu'il faut réguler, par exemple, réguler l'accès aux plateformes pornographiques pour les moins de 18 ans. Eh bien, les parents se mobilisent, et les parents, ils votent. Annabelle? Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit le professeur Lévesque. On est des citoyens, on vote. Les régulations de la Commission européenne commencent toujours par une consultation ouverte où les citoyens, soit en association, soit de manière individuelle, s'expriment. Et il y a aussi le fait qu'en tant qu'individu, aujourd'hui, on est tous sensibilisés aux questions des abus de plateforme et ça génère un intérêt à la fois d'investisseurs et d'innovateurs pour créer de nouveaux types de plateformes ça crée une demande aussi, si vous voulez, pour des nouveaux types de plateformes qui, quand elles seront présentes, attireront l'attention et l'intérêt des citoyens. David El-Sayeg? Oui, la place du citoyen, elle est très importante. Dans l'exemple qui nous concerne directement, la régulation sur le droit d'auteur, on l'a prise en considération, puisqu'il y avait un problème de régulation ou un risque de surrégularisation. Et ce qui a été fait, c'est qu'on a préservé les exceptions relatives à la liberté d'expression dans cette nouvelle forme de régulation. Donc quelque part, ça n'a pas été simplement un jeu entre d'un côté le monde artistique et de l'autre côté les plateformes. On a pris aussi en considération le rôle des citoyens qui sont à la fois, qui participent à la création de ces plateformes, qui postent des contenus par exemple, et qui consomment aussi ces plateformes. Donc le citoyen a un rôle actif dans le monde numérique, il est à la fois fournisseur de contenu et il enrichit les offres des plateformes. D'ailleurs, les plateformes n'investissent pas beaucoup dans la production, elles laissent le citoyen le faire. Et bien évidemment, il fallait prendre en considération cette dimension, c'était essentiel pour qu'un équilibre soit respecté. Voilà, triple réponse par rapport à votre question. Est-ce qu'il y en a une autre qui serait éventuellement la dernière? Rapide? Oui. Ah, on m'envoie le jingle, Vivian. On va voir. Quelle est votre question? Allez-y. Oula. Et problématique? La problématique, c'est La problématique, elle est complexe, donc peut-être pour plus tard. Et ben voilà, c'est ce qu'on appelle... Sauvé par le gong. Sauvé par le gong, parce que là, dire le droit d'auteur, vous avez 20 secondes. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde. Merci beaucoup à vous, François Lévesque, David El-Sayeg et Annabelle Gauer en direct de Londres. Média en scène, c'est à Paris, juste à côté de la scène, et ça continue. Thank you.